à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. La deuxième édition du Gala des Océans s'est tenue hier sur les terrasses de l'Opéra de Monte-Carlo en présence de nombreuses personnalités. Nous reviendrons sur cet événement. Premier test pour la 5G en principauté, Monaco Télécom a mis en place une zone pilote pendant le Monaco Yacht Show. Le diocèse de Monaco a présenté dernièrement son cycle de formation, vous en saurez plus dans ce journal. Du football et l'AS Monaco qui se doit de réagir en championnat, les Rouges et Blancs se déplacent à Saint-Étienne demain. Et enfin, notre focus info du jour est consacré à la 28e édition du Monaco Yacht Show. Je vous le disais en titre, la deuxième édition du Gala des Océans s'est déroulée hier à Monaco. Un événement organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco en faveur de la cause environnementale. De nombreuses personnalités étaient présentes autour du couple princier. Depuis le tapis rouge, le reportage de Fabien Bonilla, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Merci d'avoir accepté de passer cette soirée au service de nos enfants. Merci enfin d'avoir accepté de passer cette soirée au service de l'humanité. Le deuxième gala des océans organisé par la Fondation Prince Albert II mercredi soir derrière le casino. Une belle soirée avec quelques 720 invités qui ont déboursé la somme de 8 000 € le ticket d'entrée pour contribuer à cette cause. Les bénéfices serviront à financer des programmes de sauvegarde des espèces marines et de lutte contre la pollution plastique. Avant de passer à table dans un décor créé pour l'occasion, les convives ont foulé traditionnellement le tapis rouge ou plutôt bleu pour l'occasion. Depuis des années, le prince de Monaco organise des événements pour préserver l'environnement et c'est très important qu'on lui apporte notre soutien. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici? Parce qu'on peut dire que vous avez une relation particulière avec les océans. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il est important pour chacun d'entre nous d'entretenir une relation avec les océans. Pas uniquement moi, parce que les mers en disent long sur l'état de notre planète. Elles nous donnent des indications sur le bien-être ou pas de notre monde. Nous sommes en train de décimer les océans. Quand j'étais petit, il y avait des milliers de poissons dans l'eau. Et maintenant, pour en apercevoir un, il faut regarder sous des rochers. Et ce n'est pas bien, c'est vraiment mal. Il y a tellement de pollution dans les mers, des sacs plastiques, des tonnes de plastique. Il faut vraiment que l'on montre ce problème du doigt. Et c'est la meilleure chose que l'on puisse faire pour nos enfants, pour les générations futures. J'apprécie beaucoup parce que la Fondation est en train de faire beaucoup de très très belles choses. Ce soir avec le thème de l'océan, qui est un grand problème dans notre monde, en ce moment on le sait. C'est bien qu'il y a des gens qui luttent, mais dans le même temps il faut savoir des gens qui assassinent, qui empoisonnent. Et ils vont beaucoup plus vite que ceux qui les font. On préserve notre terre, on préserve nos océans, on préserve notre nature et puis on tente de sensibiliser les gens. Et souvent ceux qui sont les plus privilégiés aussi, parce qu'il faut qu'ils s'y intéressent, c'est ceux qui sont les plus durs à convaincre. 21 millions d'euros ont été récoltés lors de ce deuxième gala des océans, soit le double de l'an passé. Il est vrai que la vente aux enchères était exceptionnelle, entre des bijoux, des œuvres d'art, des moments rares comme une journée à cheval avec Madonna, jouer au golf avec Andy Garcia, assister au e-prix avec le Prince Albert II ou encore posséder une guitare de Mick Jagger. L'an passé, les 11 millions récoltés lors de la soirée ont permis de mener 37 missions pour la conservation marine. Il y a incontestablement un effet de motivation, notamment dans le milieu du showbiz, et c'est très bien, parce que c'est avec, je dirais, des étendards de ce genre qu'on peut faire avancer la sensibilisation sur les problématiques environnementales, et notamment sur la problématique environnementale liée à l'océan. A noter que durant le repas, l'acteur à Orlando Bloom a reçu le prix spécial de la Fondation Prince Albert II, saluant son engagement pour la protection de l'environnement. Nous vous en avons récemment parlé sur Monaco Info. C'est en Chine qu'a officiellement été annoncé le développement de la 5G en principauté pour courant 2019. Néanmoins, une zone pilote a été mise en place lors du Monaco Yacht Show. Plus de détails avec Christine Datomel et Lionel Bernardi. Un quotidien plus performant, une meilleure connexion, un développement plus innovant, c'est ce que propose Monaco Télécom. À l'occasion du Monaco Yacht Show, l'opérateur de télécommunications de la Principauté a donné une conférence de presse ce matin pour annoncer un nouveau défi dans lequel il se lance et qui verra définitivement le jour en 2019.
Au cœur d'une nouvelle révolution industrielle, la principauté sera dès le mois de juin le premier pays au monde équipé en 5G. C'est une nouvelle génération de réseaux. Pour les gens qui auront les premiers terminaux 5G, ils verront, alors la 4G c'est déjà assez fort, mais ils verront une immédiateté dans tout ce qu'ils vont vouloir consulter, dans tout ce qu'ils vont vouloir faire. Et petit à petit, la 5G amène d'autres applications, de nouvelles applications. Elle va déclencher, elle va permettre, elle va participer à une nouvelle révolution industrielle pour les entreprises et puis du coup à terme pour les particuliers. La 5G, ce sera la voiture autonome, la 5G, ce sera la généralisation de la Smart City, la 5G, ce sera certainement la généralisation de la télémédecine, etc. etc. Donc la 5G, c'est beaucoup d'applications en fait nouvelles qui existent en prémisse aujourd'hui, mais qui seront véritablement déployées avec cette nouvelle technologie. C'est une très forte évolution parce que ça va permettre de placer Monaco à des niveaux de performance qui sont dignes de ses résidents, des monégasques et des travailleurs. Ça va permettre de préparer l'avenir, donc d'anticiper tous les futurs besoins, et ça va permettre de développer de nouveaux services qui seront unicommande. On a parlé de voitures autonomes, on a parlé d'intelligence artificielle. Donc ça met les bases et ça dessine le visage du Monaco de demain numérique. En revanche, ce Monaco numérique est une vraie évolution qui sera composée de plateformes comme la 5G, mais aussi de services. Et ça se fera de manière continue. La 5G en juin ne changera pas le monde. En revanche, c'est une brique essentielle pour petit à petit construire le Monaco numérique qui sera, on l'espère, un leader mondial. Mélange de haut débit et d'instantanéité, la 5G permettra une connexion 10 fois plus rapide, 10 fois moins de latence et 10 fois plus d'objets connectés par antenne. Monaco, une principauté connectée, une terre d'innovation. Coup de projecteur sur les formations proposées par le diocèse de Monaco. Le nouveau programme a été récemment dévoilé. Alexandra Pani et David Bernardi ont assisté à cette soirée de présentation. Regardez. C'est dans l'auditorium de la toute nouvelle maison diocésaine, pas encore inaugurée, que les fidèles ont été accueillis pour la présentation de cette nouvelle saison de formation qui démarre. L'archevêque Monseigneur Barcy présidait cet événement, le tout premier à se dérouler dans cette agora qui se veut un lieu de rencontre de la foi chrétienne et de la culture contemporaine. La maison, comme vous voyez, est toute neuve. Elle est encore en travaux parce que nous avons encore quelques petits travaux à faire. Et ce soir, c'est un peu le galop d'essai aussi pour voir un peu au niveau de la fonctionnement, de l'accueil justement du public, parce que tout au long de l'année, cette maison a aussi pour but et pour vocation d'accueillir les gens. Bien sûr, dans le cadre de la formation permanente des laïcs, mais aussi pour des réunions, pour des conférences, pour des enseignements autres qu'ils pourraient avoir. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage, c'est un lieu qui se veut être une maison, donc qui se veut être convivial, et c'est un lieu qu'on a envie de faire vivre. Et cette nouvelle saison de formation s'annonce riche. Le diacre Marc Duvels, qui a assuré les fonctions de responsable du service de la formation pendant 13 ans, a présenté pour la dernière fois cette soirée avant de passer le relais à l'abbé Julien Golino. Nous faisons des propositions qui sont ciblées plus particulièrement pour les chrétiens, mais aussi des propositions qui peuvent intéresser le grand public. Dans l'année, nous recevons des conférenciers qui viennent un petit peu de partout. Donc il y a des prêtres ou diacres du diocèse qui animent un certain nombre de cycles de formation, mais il y a aussi des prêtres qui viennent d'autres diocèses, notamment du diocèse de Paris ou du diocèse d'Avignon, cette année notamment. Et puis nous avons également donc des débats qui réunissent des intervenants d'horizons très divers animés par un journaliste. Ça nous permet donc d'aborder des grandes questions de société. Des conférences comme vous venez de l'entendre, mais aussi des débats, des retraites spirituelles, mais aussi la reprise du ciné-club. Le calendrier de ces formations est à retrouver sur le site diocèse.mc ou dans les différentes paroisses de la principauté. À noter que la plupart des événements nécessitent une inscription, les places étant limitées. Cette soirée s'est conclue par la toute première conférence de la saison, l'audace d'être saint, animée par Monseigneur Alexis Leproux, vicaire général de l'archidiocèse de Paris. Sans transition, parlons football. La 8e journée de Ligue 1 débute du côté du Forêt demain soir. L'AS Monaco, 18e au classement, se déplace à Saint-Étienne pour absolument relancer sa saison. On fait le point avec Frédéric Elion.
3 jours après une prestation calamiteuse qui s'est soldée par une défaite face à Angers, Monaco a l'occasion de rebondir et de tourner rapidement la page avec un déplacement à Saint-Étienne vendredi soir. Alors certes, le Chaudron n'est pas la meilleure destination pour se relancer, les Verts ayant plutôt bien entamé leur championnat, 12 points et une seule défaite face au PSG en 7 rencontres, mais Leonardo Jardim attend une réaction de la part de ses joueurs. Ils ont besoin de plus d'envie et plus d'énergie parce que nous représentons Monaco. Monaco, c'est un gros club. C'est un club habitué à jouer les premières 3 places du championnat, c'est habitué à jouer les coupes européennes. Et c'est ça que tous les salariés du club, tous les joueurs, le staff, tout le monde a besoin de démontrer cette club-là. 6 points en 7 matchs, le bilan est bien maigre pour les Monégasques en ce début de saison. Mais malgré ce début d'année catastrophique, les joueurs ne sombrent pas dans l'inquiétude. C'est sûr que c'est la 16e place, c'est pas notre place. On a de la pression parce qu'on veut retrouver le haut du tableau. Mais ensuite, on est confiant de nos qualités et on sait qu'on va retrouver le haut du tableau. C'est sûr qu'on est un peu déçu de notre début de saison, mais je pense qu'il y a l'atmosphère, il y a des joueurs d'expérience qui nous montrent la bonne voie, qui nous font relever la tête, qui nous disent que certes on est dans une mauvaise phase, mais il va falloir relever la tête et sortir de là. Côté infirmerie, bonne nouvelle, Ronny Lopez va reprendre la course, Stevan Jovetic a lui aussi repris un entraînement adapté. Impossible de manquer cet événement qui se déroule actuellement sur le Port Hercule. La 28e édition du Monaco Yacht Show a ouvert ses portes hier. Tour d'horizon du salon et visite guidée des plus beaux yachts. C'est notre focus info du jour. Il est signé Vanessa Dessy. Armateurs privés, futurs propriétaires ou encore acteurs décisionnaires du yachting de luxe, tous sont réunis en principauté à l'occasion de la 28e édition du Monaco Yacht Show. Chaque année, 120 modèles uniques de super yachts sont exposés, dont 40 lancements dévoilés en première mondiale. Et parmi ces yachts, voici Spectre, 35 mètres de long, signé Sunseeker. Nous allons tout de suite rencontrer Rémi Becquet, courtier chez Sunseeker France, qui nous attend pour une visite privée. Suivez-moi. Rémi Becquet, bonjour. Bonjour Merci Vanessa. de nous accueillir à bord de ce magnifique yacht. Avant de parler en détail finalement du bateau, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de Sunseeker? Alors déjà, bienvenue à bord, effectivement. Merci. Oui, Sunseeker a été créé en 1969 par les frères Braithwaite, John et Robert, qui sont donc à l'origine de l'histoire Sunseeker. Et donc depuis 50 ans, le chantier a créé une ADN spécifique qui est vraiment unique dans le monde du yachting. Ils ont commencé par construire des bateaux de petite taille, à esprit sportif. Et même aujourd'hui, les bateaux de taille plus conséquente, comme ce 116 sur lequel on se trouve, donc de 35 mètres, conserve une ligne qui emprunte de l'ADN de Sunseeker, donc dédié au sport et à la Méditerranée. Alors une antenne évidemment en principauté. Est-ce que la cible clientèle est différente ici? Pour expliquer ça, en fait, on va revenir sur la structure du groupe auquel j'appartiens. En fait, le chantier ne fait que construire les bateaux. Et ensuite, ces bateaux sont vendus dans le monde par des réseaux de dealers. Le plus gros étant le Sunseeker London Group, qui à lui seul vend 50% de la production du chantier. Donc forcément, le territoire du groupe rayonne dans la Méditerranée, de l'Atlantique à la mer Noire, pour ainsi dire. Et on vend des bateaux à tous les clients qui font du bateau dans cette zone. C'est-à-dire qu'on s'adresse à toutes les nationalités. Donc sur les bureaux de Monaco, de France, d'Italie, d'Espagne, de Bulgarie, de tous les bureaux d'Europe, s'adresse à des clientèles internationales. Alors focus à présent sur ce magnifique Spectre, tel est son nom. Est-ce qu'on peut savoir les particularités finalement du yacht? C'est un bateau qui est unique par le fait que son propriétaire l'ait spécifié à sa main, avec ses décorations, ses finitions donc spécifiques au propriétaire. Mais c'est avant tout un bateau de production. En l'occurrence, le modèle 116 sur lequel on se trouve a été produit déjà à une vingtaine d'exemplaires et il remplace dans la gamme le 115 qui était produit avant, qui lui a été produit à plus de 30 exemplaires. Donc au total, une cinquantaine de bateaux de ce type-là, avec 7 plateformes techniques qui ont été déjà lancées et qui naviguent de par le monde. Donc c'est un bateau qui est éprouvé, qui est fiabilisé, mais qui est malgré tout spécifié à la mesure de chaque client.
Alors vous venez de le dire, c'est important de le souligner, chaque élément de l'agencement du bateau finalement peut être adapté au goût du client. Sunseeker propose un choix de finition standard, que ce soit les cuirs, les tissus, les moquettes, les bois, les marbres. Mais il n'est pas rare que sur ce genre de produit, donc sur les 30 mètres et plus, le client souhaite que son propre designer d'intérieur soit impliqué dans le projet. Et auquel cas, le designer amène des matériaux qui lui sont spécifiques et le chantier compose avec les besoins du client et du designer. J'imagine que pour pousser un tel engin, la motorisation doit suivre. On est sur des V16 de marque allemande, donc 16 cylindres, 2640 chevaux chacun, qui propulse le bateau à une vitesse de pointe de 26 nœuds environ. Ça fait à peu près 45 km/h ou une vingtaine de nœuds en croisière, donc 35-40 km/h. La consommation, j'ose à peine en parler, on est à 450 litres par heure à peu près en croisière. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir naviguer de manière luxueuse et confortable sur un bateau de 35 mètres et encore une fois rapide et stylé. Rémi Becquet, merci pour ces explications. On vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Plus qu'une marque de bateau, Sunseeker est un véritable style de vie. Basé à Londres, en seulement 20 ans, le groupe réunit 40 bureaux à travers plus de 20 pays. La gamme se compose aujourd'hui de 16 yachts. Le 116 fait partie des best-sellers sur le segment des 35 mètres. Toutes les surfaces ont été pensées telle une villa flottante. On est sur le pont avant, qu'on appelle le pont portugais. C'est un peu une des tendances du moment où on développe et on optimise toutes les surfaces de pont extérieur et notamment ici. Donc cette surface avant du bateau qui devient une zone privilégiée où on y développe donc des zones assises, de bain de soleil et le must, le jacuzzi. Voilà. Indispensable sur un bateau de cette taille-là. La navigation propose de multiples fonctions haut de gamme. Ces équipements sont essentiels lors du pilotage d'un tel yacht. C'est là que sont regroupés tous les instruments de navigation qui permettent au capitaine de gérer le bateau. Donc on a les lecteurs de cartes, les radars, les GPS, les informations météo, les caméras du bord qui permettent de surveiller la salle des machines et tous les espaces extérieurs du bateau. Et la timonerie est finie en noir de façon à ce qu'il n'y ait aucune lumière qui perturbe le capitaine pendant la navigation nocturne. Si auparavant la mode était au bois verni, l'intérieur des navires laisse aujourd'hui place à un style moderne et épuré. L'agencement d'un yacht est réalisé par de talentueux designers et architectes d'intérieur, alliant leurs compétences artistiques et techniques. C'est justement le cas de Sabrina Montecarlo qui propose ses services depuis plus de 20 ans en principauté. Son travail consiste avant tout à être à l'écoute des clients et des différentes modes. La tendance aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt contemporain, contrairement à il y a quelques années. Donc là maintenant, nous sommes surtout dans des intérieurs beaucoup plus contemporains, cosy, dans des couleurs plus neutres qu'il y a quelques temps. Bon, nous, on est surtout basé sur des coloris clairs. Soit on fait des intérieurs beige clair et là on rajoute de la couleur avec les coussins, avec les rideaux. Ou alors on part dans du gris clair. On a aussi fait un très gros projet il n'y a pas longtemps en noir et blanc, très très élégant aussi. Donc c'est plutôt un amusement maintenant. Avant c'était quelque chose, les décors étaient beaucoup plus lourds. Maintenant on voit qu'on arrive à vraiment faire des bateaux un petit peu comme les maisons en fait. Et d'un yacht à un autre, nous allons à présent monter à bord de Latitude, 52 mètres de long. Antoine Laric nous attend à bord. Antoine Laric, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous accueillir à bord du Latitude. Alors vous m'arrêtez si je me trompe, Latitude c'est 6 cabines de luxe, 5 ponts et même un ascenseur. Oui, exactement. Quelle est la particularité de ce yacht? Son volume, qui est tout à fait différent de beaucoup de bateaux dans cette catégorie, puisqu'on a justement ce nombre de cabines, on a un ascenseur qui va du pont inférieur qu'on appelle tank deck jusqu'au pont supérieur, jusqu'au sun deck. Et il allait au tank deck parce qu'auparavant le propriétaire précédent avait un salon de coiffure et salon de massage. Et le deuxième propriétaire qui a acheté le bateau il y a 8 ans maintenant, ce monsieur est chauve, donc le salon de coiffure ne l'a pas tellement intéressé, donc il l'a converti en wine cellar, en cave à vin. Alors on le voit, hein, des lignes très épurées, des matériaux de premier choix évidemment. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le design tient une place primordiale
dans la conception d'un yacht. Bien sûr, et sur particulièrement ce bateau, les propriétaires qui l'ont fait construire ont suivi la construction du bateau pendant les 2 ans qui sont nécessaires pour le construire, ont été impliqués énormément dans le choix des matériaux, dans la conception du navire. Un mot pour terminer peut-être sur Fraser. Fraser, c'est 21 sites, plus de 250 yachts vendus sur les 5 ans. Quel est votre rôle de courtier finalement ? Alors moi, j'aime pas trop me voir j'aime pas me considérer comme un commercial. Je préfère travailler plutôt comme un conseiller. C'est vraiment mon travail. J'ai toujours travaillé avec des yachts. La première fois, je suis venu exactement il y a 35 ans à Monaco avec mon premier bateau. J'avais 22 ans au mois d'août ici dans le port Hercule. Et donc j'amène mon expérience, ma connaissance des chantiers, la connaissance des bateaux, la connaissance des équipages. Et c'est d'essayer d'aider les propriétaires à comprendre comment utiliser leur bateau. La particularité de l'Attitude, c'est qu'il a été excessivement bien conçu à ce niveau-là. C'est que l'équipage peut circuler du sun deck jusqu'au tank deck sans avoir à rencontrer les invités. Et de la même façon ce qu'on appelle le beach club, donc à l'arrière, jusqu'à l'avant du bateau. Avec un yacht de ce genre de qualité, il n'y a aucun problème à traverser l'Atlantique, à traverser le Pacifique. Ça demande une préparation, bien évidemment, mais le bateau a toutes les capacités pour le faire. Antoine Arric, merci beaucoup de nous avoir accueillis à bord. C'était un réel plaisir et on vous souhaite un très bon salon. Merci. Merci. Et pour l'occasion, la patrouille acrobatique britannique Red Arrows s'est invitée à cette 28e édition du Monaco Yacht Show qui refermera ses portes le 29 septembre. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté, marqué notamment par la 2e édition du Gala pour les océans. Découvrons à présent ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. En cette fin de semaine, le soleil sera toujours aussi clément. Les températures remonteront légèrement par rapport aux jours précédents, avec 23 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Dimanche, place aux nuages, des nuages qui s'installeront jusqu'à lundi et se dissiperont progressivement dans la journée de mardi. Mercredi, retour du plein soleil. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez l'Orchestre des Carabiniers du Prince en Russie à l'occasion du festival de musique militaire, le Spasskaya Bashnia. À très bientôt sur Monaco Info.